Je lance l'enregistrement. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier débat de l'AIH qui concerne les lymphomes cérébraux et tout particulièrement la place de l'autogreffe dans ce type particulier de lymphome. Et je suis très heureux de trouver deux experts du Résologue qui vont nous parler de cette thématique avec le docteur Soussin de l'Institut Curie de Saint-Cloud et le docteur Choquet de la Pitié-Salpêtrière. Et donc avant de lancer les deux topos donc sur oui ou non faut-il autogreffer ses patients en première ligne, il a été prévu par nos experts 4 sondages. Nous allons vous envoyer pour connaître un petit peu votre point de vue sur la prise en charge de ces patients et afin de pouvoir lancer le débat sur le sujet. Alors, vous avez le premier sondage qui se lance. On va laisser 1 minute aux participants pour y répondre. L'idée, Pierre-Edouard, c'était de passer les deux premiers, et puis après, dans un deuxième temps, les deux dernières, si c'est possible pour toi. Il n'y a pas de souci. Donc, je passe les deux premiers et on passe les topos et on passe les deux derniers après. Pas de problème. Hop. Alors, donc, je rappelle juste pour ceux qui... Jusqu'à quel âge discuterez-vous d'une autogreffe pour un patient ayant un lymphome cérébral primitif en rechute chimiosensible au traitement de rattrapage? Je ne discute jamais l'autogreffe. Jusqu'à l'âge de mes parents au même moment. 50 ans, 65 ans, 70 ans, voire 71 ans si fit. Après, jusqu'à l'âge de mes parents, vu qu'on est des internes qui ont entre 25 et 30 ans, alors mes parents, ils ont 55. Ouais, mais l'âge change au fur et à mesure. Voilà, je les autogreffe. La perception de l'âge change aussi. Ouais, bon, on m'avait dit que c'était l'âge du chef de service. Exactement. Voilà. Et donc, on va pouvoir afficher les résultats. Donc, 75% répondent 65 ans et 25% 70 ans, voire 71 ans. Ouais. Et donc, on va pouvoir lancer le deuxième sondage. Donc, c'est l'autogreffe en consolidation. Alors, c'était lequel? Je ne me trompe pas. Parce qu'ils sont rangés par ordre alphabétique, donc ça ne marche pas. Donc, le deuxième, c'était l'autogreffe en consolidation. Donc, l'autogreffe en consolidation après traitement de rattrapage donne les mêmes résultats, des résultats comparables au DLBCL systémique, permet une survie globale au long terme d'environ 50%, doit être suivi d'une irradiation encéphalique. La chimiothérapie intensive la plus utilisée est le BIM, ou se complique de toxicité neurologique importante. Il y a des fautes d'orthographe, mais... Oui. Bon, ça, on en tiendra pas ailleurs. J'en ai peut-être rajouté en plus. Et donc on laisse encore 30 secondes à nos participants. Et donc, je vais pouvoir afficher les résultats. Donc, une majorité disent qu'ils permettent une survie globale à long terme d'environ 50%, à égalité avec donne des résultats comparables au DLBCL systémique, doit être suivi d'une irradiation encéphalique pour 17%, et la chimiothérapie intensive la plus utilisée, le BIM. Aïe aïe aïe. Bon, je pense qu'on va pouvoir discuter de ça au cours de la présentation. Et donc, je laisse le docteur Soussin faire le premier topo, donc sur faut-il autogreffer en première ligne? Plutôt oui. Donc après, alors, juste, on avait... Sylvain, on donne 2-3 diapos sur les rechutes quand même?
Oui, bien sûr, pour fixer les bases un peu de Juste l'intérêt pour de l'autogreffe. fixer, refixer, à partir de ces deux questions, on avait pensé déjà reprendre, parce que historiquement, c'est quand même la base de tout ça. Est-ce que là, vous voyez mon écran ou pas? Non, Alors, là, c'est oui, bon. ouais. C'est bon? Tout à fait. Alors, je vais juste, voilà. Donc, évidemment, c'est un débat en Camille Pisse. Hein, alors, pour les. Non, non. Hein Moi, moi, j'attends j'ai mis d'en mon choquer logo. autant. Après, tu. J'ai hâte de voir ça. Bon, alors, en rechute, là, vraiment, je pense qu'on peut quand même dire qu'il n'y a pas énormément de débats, enfin, en tout cas, dans le groupe français. Ouais. Les options à la rechute, il y en a. C'est juste possible de le mettre en plein écran. Bien sûr. C'est mieux comme ça? C'est bon comme ça? Là, c'est bon. C'est C'est parfait. bon? Voilà, donc je disais à la rechute, en tout cas dans le groupe français, pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas beaucoup de débats au moment de la rechute. C'est maintenant, ça commence à être un petit peu une vieille histoire. On sait qu'avec les chimiothérapies de rattrapage, un peu quelles qu'elles soient, et en particulier celles qu'on utilise dans les systémiques en deuxième ligne, on obtient des réponses non négligeables, entre 60 et 80%. À l'occasion, si on peut encourager Sylvain à publier le papier sur les RICE, parce qu'il y a un joli abstract sur le RICE, mais toujours pas le papier, ce serait bien parce qu'il y a des jolis résultats. Mais vraiment, en l'absence de. Hein? Je vais frapper le chef de clinique qui tarde. C'est ça. Ce serait bien, Sylvain, quand même. Il y a un bel abstract, il faut que tu le fasses. Mais c'est vrai qu'en l'absence de consolidation, là j'ai pris un papier assez ancien, mais où il montrait que malgré un taux de réponse tout à fait correct, un taux de réponse complète, plus de 50%, la survie elle est catastrophique parce que les patients rechutent. C'est vraiment dans le même figure que les lymphomes systémiques. Et puis donc l'expérience française qui commence à dater un petit peu, il y avait d'abord eu des premières études, un peu de cohorte, et puis finalement une première étude prospective de phase 2 avec 43 patients qui montrait que la chimiothérapie intensive, alors c'était avec un conditionnement thiotépa busulfan endoxan, on pourra discuter pourquoi ce choix de conditionnement si vous le voulez, était faisable pour les patients ayant un lymphome cérébral en rechute ou réfractaire, et qui donnait des résultats tout à fait honorables avec une PFS à 2 ans de 58%, donc chez les patients autogreffés. Et on voyait dans cette courbe-là, évidemment, ce n'était pas randomisé, mais que les patients qui avaient été chimiosensibles au traitement de rattrapage, mais qui n'étaient pas autogreffés, allaient vraiment très mal. Et les patients qui étaient chimioréfractaires et qui étaient autogreffés allaient un peu mieux que ces patients chimiosensibles mais non autogreffés. Ensuite, on a complété avec une étude rétrospective sur une plus grande série de 79 patients, avec là, grosso modo, je vous donne les résultats globaux, une survie à 5 ans de 62 ans chez les patients chimiosensibles. Voilà. Et puis, il y a un peu une étude similaire qui est une étude prospective allemande sur 32 patients avec un conditionnement un peu différent puisqu'il y a du rituximab, du thiotepa et du BCNU. Et ils ont aussi une courbe de survie tout à fait honorable avec une survie à 3 ans de 55%. Alors, il y a des toxicités, on y reviendra tout à l'heure. On avait dans cette série de 79 patients 6 décès toxiques, ça représente 8%. Dans la série allemande, il y avait 4 décès toxiques, 12%, donc liés à l'autogreffe. Alors, est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dans les DLBCL systémiques? Évidemment, on peut peut pas vraiment comparer, mais on va quand même le faire. Si on regarde la courbe de l'étude chorale, donc de l'autogreffe en deuxième intention dans les DLBCL systémiques, on a vraiment un aspect, voilà, une courbe selon, là, ils avaient séparé entre GC et non GC, entre 45 et 61% pour la survie globale. Donc, quelque chose qui est tout à fait honorable pour les lymphomes cérébraux. Et si on regarde dans notre base de données nationale, alors c'est pas du tout une étude prospective ni comparative, c'est tout venant. On voit que les patients, en fait, la seule chose qu'on puisse dire là-dessus, c'est que les patients qui ont une longue survie, pour les patients qui avaient rechuté, sont ceux qui ont pu être autogreffés.
évidemment, dans les patients qui ont reçu la chimio conventionnelle ou de la radiothérapie, ça va moins bien, et pour les traitements palliatifs aussi. Je pense que voilà. Et l'autre chose qu'on voulait aborder aussi, c'est l'âge. C'était une question qu'on avait posée. Jusque-là, on allait surtout jusqu'à 60 ans, mais on voit qu'on peut étendre, comme on fait pour les lymphomes systémiques, on étend vraiment l'âge parce que les gens vont de mieux en mieux. On avait participé à une étude européenne pour les patients de plus de 65 ans, autogreffés avec un conditionnement à base de thiotépa. Et pour les patients qui avaient été autogreffés en rechute, là, on avait apporté pas mal de patients, 36. On voit que la courbe est tout à fait aussi honorable pour ces patients qui sont évidemment sélectionnés, mais il y a une PFS à 2 ans qui était de 62% et une survie à 2 ans de 71%. Quand on regarde encore sur la base, donc notre base nationale, on voit que les patients en rechute entre 60 et 70 ans qui ont été autogreffés ont une courbe de survie qui rejoint celle des patients de moins de 60 ans autogreffés, qui est nettement meilleure que les patients de 60 à 70 ans qui n'ont pas été autogreffés. Voilà, je pense qu'on peut dire. Alors, on peut rajouter un mot sur le type de conditionnement, mais on y reviendra aussi pour la première ligne. Le BIM, finalement, là, c'est une étude en fait sur le registre international qui est principalement américain, des autogreffes, où ils ont repris, vous voyez, un nombre important de lymphomes cérébraux autogreffés. Et on voit que les BIM ne représentent que 65 patients, alors que les conditionnements à base de thiotépa, c'est plus de 500, c'est plus de 600 patients même. Donc vraiment, en tout cas, en général, le BIM est moins utilisé que les conditionnements à base de thiotépa pour ces lymphomes-là. Dans cette étude, c'était juste un abstract, ça n'a malheureusement pas encore été publié, un BIM qui fait moins bien en termes de PFS, qui fait mieux, il y a moins de toxicité, mais qui fait moins bien en termes d'efficacité. On pourrait y revenir tout à l'heure pour les premières lignes. Voilà, donc je pense qu'on peut dire, c'est en rechute, en gros, en pratique, c'est pour un patient de moins de 70 ans maintenant en rechute, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est autogreffable ou pas. Une fois qu'on a répondu à cette question, on peut un peu décider du traitement de deuxième ligne. Donc c'est faisable. Ça peut même être proposé à des patients plus vieux, évidemment, c'est sélectionné. Ça permet une longue survie. Et il y a peu d'expérience avec les chimio-intensifs sans thiotépa pour répondre à la question qu'on avait mis en sondage. Voilà, je ne sais pas si Sylvain, tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Je crois que là-dessus, on est plutôt assez d'accord. Oui, tout à fait. Après, il y avait juste des données loc qui avaient comparé un peu ce que tu avais montré tout à l'heure, mais qui comparaient le type de conditionnement. Et c'était pas mal avec Thio-BCNU, mais ça semblait quand même un petit peu mieux avec Thio-Buan. Alors évidemment, il y a une différence d'âge aussi de Ouais. patients. Alors, on est en train de les reprendre, en fait. C'est une interne, je ne sais pas si elle est avec nous, Laurence, mais on est en train de les reprendre pour sa thèse d'exercice. Donc, elle est en train de reprendre toutes les autogreffes Ça, c'est de la important. base, voilà, avec les différents conditionnements. Et donc, on y travaille. Donc, pour l'instant, il n'y a pas la réponse, mais on aura des BIM dedans. On aura des BIM, évidemment pas beaucoup, des thiotépa busulfan-endoxan, des thiotépa carmustine et des thiotépa busulfan sans endoxan. Donc ça, après, ce sera une question. Alors, ce sera des autogreffes en première ligne et en deuxième ligne, mais on pourra répondre. C'est vrai que l'impression qu'on avait, c'est un peu pour reprendre ce tableau-là, l'impression qu'on a, mais qu'il faut vérifier, c'est que le thiotépa carmustine, il est mieux toléré que le thiotépa busulfan endoxan. Donc, c'est ce qu'on propose souvent quand au-delà de 60 ans, mais avec peut-être un risque de rechute. En tout cas, là, c'est ce qui montre en termes d'efficacité, le TBC fait mieux avec une tox supérieure. Et là, c'est tout confondu, première ligne et deuxième ligne. Voilà, donc ça, on attendra d'avoir l'étude sur la base log et puis d'avoir cette étude-là publiée pour en dire plus sur l'efficacité. Je pense que pour les rechutes, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses ou d'autres questions peut-être. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat.
Ok. Donc on peut faire les deux autres, peut-être les deux dernières questions. Pas de souci, je vais lancer donc les sondages suivants. Donc maintenant, vous envisagez l'autogreffe pour les lymphomes cérébro-primitifs, donc qu'en dernier recours et pas avant la troisième ligne thérapeutique, dès la deuxième ligne chez les patients chimiosensibles, en première ligne de consolidation pour les patients autogreffables, chez les patients en rémission partielle après une première ligne à base de méthotrexate haute dose et en première ligne si risque neurologique de la radiothérapie. Alors, on va laisser une minute aux gens. Moi, j'avais une question sur le TBC. Donc le thiotépal, le busulfan, ça passe bien la barrière, mais j'avais notion que l'endoxan, ça passait un peu moins bien. Est-ce que Ouais. donc est-ce qu'il y a des gens qui ont testé sans l'endoxan ou c'est une maladie trop rare pour Ouais. Alors en fait, ouais, non, ouais. En fait, c'était toujours une critique qu'on nous a faite au tout début au début du TBC. C'est pourquoi l'endoxan? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de données sur le passage. Alors nous, on avait pris ça pour la petite histoire, on avait pris ça parce que à l'époque, quand on était un peu désemparé en fait avec ces lymphomes, la seule réponse de l'hématologue, c'était on ne sait pas quoi faire, donc on va autogreffer parce que chutait, donc on a dit on va les autogreffer. On voulait faire autre chose que du BIM pour essayer d'atteindre plus le cerveau. Et à ce moment-là, donc ça date un petit peu, hein, c'était les années 90, il y avait le TBC qui était publié, non même pas, qui était passé en abstract, et qui était publié dans des lymphomes systémiques de mauvais pronostics, dont certains qui avaient eu des atteintes cérébrales. D'accord. Et qui étaient donnés, et il y avait eu une phase un peu d'escalade de dose, et donc on avait pris cette association avec les doses qui étaient données, puisque c'était faisable. On savait que c'était faisable et avec les doses qu'on n'avait pas besoin de retester. Donc on l'a pris tel quel et on l'a gardé. Puis comme on était assez content des résultats pour une maladie quand même qui était très mauvais pronostic, hein, catastrophique, hein, on l'a gardé tel quel. Voilà. Alors après, est-ce que quelqu'un l'a testé? Non, parce qu'évidemment, les phases 3, il faut laisser tomber, on n'en a pas. Et est-ce que ça a été fait? Oui. Après, ben, c'est difficile de dire si on fait mieux ou pas, parce qu'on reste dans des études de cohorte, dans des phases qui ne sont pas comparables. D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Moi, je me posais toujours la question de Ouais, d'où ça c'était vient, mais vraiment parce que c'était la recette qui marchait et on l'a prise comme d'accord. ça. On garde les recettes qui marchent. Voilà, on garde l'équipe qui marche. Après, on s'était dit, pourquoi pas, si ça peut diminuer le chute systémique. Enfin, voilà, on l'a pris, on trouvait que c'était bien, on l'a gardé. Ça marche. Et d'autres l'ont adopté, en fait, d'autres l'ont adopté avec des résultats qui étaient assez intéressants. Ouais. Puis on va pouvoir en reparler dans le reste du topo. Et donc, les résultats du sondage, c'est la majorité première ligne en consolidation pour les patients autogreffables. Deuxième réponse à 36% chez les patients en réponse partielle après une première lise à base de méthotrexate haute dose. Et après 27% dès la deuxième ligne chez les patients chimiosensibles. Très bien. Et on va pouvoir lancer le dernier sondage. Donc, la consolidation après un traitement d'induction de première ligne. Et donc, son rôle est confirmé par les études comparatives de phase 3. Donc, là, si vous avez bien écouté, vous avez la réponse. Ne diminue pas les rechutes. Est faisable chez tous les patients. Peut consister en une chimio seule, une autogreffe ou une radiothérapie. Est inutile en cas de rémission complète. On vous laisse une minute pour y répondre. Bon, il y a quand même bien 50% des gens qui feraient une autogreffe en première ligne, donc il faut essayer de convaincre les 50 autres pourcents. Ou Non, fermer pas. ça à 25%. C'est ça, ou fermer ça à 25%. Après, tu peux refaire le sondage à la fin, il n'y a pas de souci. Alors, on laisse encore quelques secondes aux participants.
pour afficher les résultats. Donc là, plus de 50% peut consister en une chimiothérapie, une autogreffe ou une radiothérapie. Chez 25% d'entre eux, elle est faisable chez tous les malades. Et 25% d'entre eux ne diminuent pas les rechutes. Bon, personne n'a mis est inutile en cas de rémission complète et une personne n'a pas écouté. Et a mis qu'il y avait des études comparatives de phase 3. Et on va pouvoir débloquer tout ça avec la suite du topo. Qu'est-ce qui commence? On fait pour, c'est ça? On t'écoute. Je commence, c'est ça? Ouais. Comment? D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. D'accord. D'accord. Alors, le traitement de consolidation, je ne sais plus qui a répondu. Enfin, bon, le traitement de consolidation, on va pas, moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans les détails parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas encore de. Il y en aura des phases comparatives, on le verra après, mais pour l'instant, on se perd dans les papiers. Maintenant, quand on est papiers, on se perd dans les... En gros, on essaie de tout prendre, y compris une étude, une méta-analyse un peu compliquée sur le plan statistique. On a quand même l'impression qu'il diminue, mais qu'il y a un vrai problème de consolidation, de toxicité. Pardon. Mais bon, j'ai mis plusieurs études sans détailler. On a quand même l'impression qu'il faut consolider comme pour les DLBCL. En tout cas, les chimios d'induction ne suffisent pas. C'est prêt? Ah si, voilà. Voilà, donc c'est important pour diminuer le risque de rechute. Il y a effectivement, comme la plupart ont répondu, plusieurs options. La radiothérapie, il faudra discuter de la dose. La chimiothérapie conventionnelle, on verra tout à l'heure, il y a un seul schéma pour l'instant qui a été testé et publié. Et puis la chimio intensive. Alors, est-ce que je suis pour ou contre? J'ai envie de dire, c'est une bonne option. L'autogreffe en première ligne, c'est une bonne option. Pourquoi? Alors, pas vraiment à cause, là je vous ai mis plusieurs études d'autogreffe des phases rétrospectives principalement, sauf pour cette la dernière étude. Pas vraiment pour ce type d'études finalement sur des nombres de patients pas très importants, même si elle montrait des résultats très encourageants, avec des PFS qui allaient au-delà de 75% à 3 ans. Mais principalement en regardant les 2 études de phase 2 randomisées les plus récentes. La première, l'étude européenne, qui était donc une phase 2 qui randomisait une première phase de traitement d'induction, on n'en parlera pas ici, mais qui, chez les patients répondeurs, randomisant une radiothérapie très classique, 36 greffes avec plus ou moins un boost de 9 greffes, ou l'autogreffe avec un conditionnement Tiotepa BCNU. Et eux, alors vous allez me dire pourquoi. Cette étude-là, elle montrait en fait finalement pas de différence entre les deux dans les résultats, en résultats thérapeutiques, avec une survie à 2 ans de 70% et une OS qui était pas très loin de 80%, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de patients qui avaient reçu finalement la consolidation parce qu'il y avait des échecs d'induction. Donc en fait, cette étude-là, elle montrait que les 2 options, c'était le seuil prédéterminé, les 2 options étaient 2 options valables de traitement. La deuxième étude, qui est l'étude française précise, qui est le même schéma, on randomisait après une induction, soit une irradiation encore archi-classique avec 40 Gray à l'époque, et l'autogreffe, mais là avec un conditionnement, donc le TBC. Et là, dans cette étude, quand on regarde tous les sous-groupes, donc ça c'était les 38 patients qui devaient être dans la cohorte pour l'analyse, ça c'est l'intention de traiter. Quand on regarde tous les sous-groupes, on a des courbes rouges de l'autogreffe qui sont son intention de traiter. Donc, tout au début, il y a les chutes liées aux échecs d'induction. On a la courbe rouge qui est au-dessus, sauf pour la survie. Et vous verrez ici aucune comparaison, aucun petit p, parce que l'étude n'était pas faite pour comparer les 2 bras. Donc, on n'avait pas le droit de comparer ces 2 bras-là, mais voilà, il y avait cette courbe qui était au-dessus. Donc, on a quand même eu le droit de faire une étude de sous-groupe exploratoire, donc on ne pourra pas en dire plus, mais c'est quand même une étude exploratoire dans le sous-groupe à partir de la consolidation, donc pour voir vraiment le rôle de la consolidation. Et là, quand on regarde à partir de la consolidation, on a un taux de rechute
diminué chez les patients qui ont été autogreffés, avec une PFS supérieure donc dans le groupe autogreffe par rapport au groupe irradié, mais toujours sans aucune différence de survie. L'autre chose qui nous encourageait par rapport à ces deux études à plutôt choisir l'autogreffe, enfin, en tout cas à trouver que c'est une bonne option, c'est la toxicité neurologique. Encore une fois, on parlait d'une irradiation à 40 Gray ou à 36 Gray, plus ou moins un boost. Et clairement, on voyait, alors qu'on était à un délai assez court pour des patients jeunes, une toxicité neurologique qu'on ne voit pas chez tous les patients, mais qu'on ne voyait que chez les patients qui avaient été irradiés, avec une altération des fonctions cognitives. Malgré ça, il y a quand même une toxicité de l'autogreffe, qui n'est pas nulle non plus, puisqu'on a quand même eu les décès précoces à moins de 100 jours dans l'étude française avec 3 patients, ça représente 7%. Et il y a eu 2 décès plus toxiques pendant l'année au-delà du J100. L'autre argument, c'est que dans la vraie vie, quand on regarde dans notre base de LOC, là, c'était l'étude qui avait été faite sur les 1000 premiers patients inclus dans la base LOC. Il y a 56 patients qui ont été autogreffés en première ligne. Et ce ne sont pas du tout que des patients de l'étude précise. L'étude précise, la base LOC a commencé en 2011 et l'étude précise avait commencé en 2007. Donc, on avait fini les inclusions. On a quand même une très jolie courbe de survie pour les patients qui étaient autogreffés en première ligne. Évidemment, ils étaient en réponse. Enfin, voilà. En tout cas, ça fait une très jolie courbe, très tentante pour ces lymphomes. L'autre argument aussi pour l'autogreffe en première ligne, donc encore une fois, je remets cette courbe de survie parce que c'est vrai qu'il n'y avait aucune différence de survie. N'empêche que ce qu'on voit quand on regarde les événements, c'est que dans le bras radiothérapie, pour les patients qui étaient soit en échec d'induction, soit en rechute post-consolidation, donc il y avait 33 patients, 18 ont été autogreffés. Donc c'est probablement ce qui permet à la courbe de survie bleue de rejoindre la courbe rouge. Et dans le bras autogreffe, ceux qui étaient en échec d'induction ont été autogreffés hors protocole. En fait, ils ont reçu un traitement de rattrapage et ont été autogreffés derrière. Donc, il y a probablement dans cette partie-là les patients effectivement qu'on peut rattraper en deuxième ligne par l'autogreffe. Mais ça veut dire qu'ils ont été en rechute, ça veut dire qu'ils ont reçu un traitement de deuxième intention. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut faire en première ligne? Excusez-moi. Je vais mon portable. Est-ce qu'il faut faire en première ligne ou attendre la rechute? Est-ce qu'il faut autogreffer en première ligne ou attendre la rechute? En première ligne, qu'est-ce qui me pousserait à faire la première ligne? Le problème, c'est qu'en rechute, il y a tout un impact quand même psychologique et puis physiologique du traitement de la rechute elle-même, qui est quand même un traumatisme, et puis du traitement de la rechute avec le traitement de rattrapage, qui est quand même une lourde épreuve, parce que ce n'est pas des traitements légers. Contre, c'est qu'effectivement, on n'aime pas du tout perdre les patients en première ligne en réponse complète d'un décès toxique. Ça, c'est extrêmement désagréable. Et contre, c'est que qu'est-ce qu'on fait si on greffe tout le monde en première ligne et qu'est-ce qu'on fait en cas de rechute post-autogreffe? Pour le traitement en première ligne, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas mieux d'autogreffer en première ligne des patients plutôt qu'à la rechute en se disant que la maladie est peut-être moins résistante? C'est un petit peu la tendance, en tout cas on voit ça pour les CAR-T, faire des traitements comme ça, efficaces, plus précocement, plutôt que d'attendre une énième ligne. Donc pourquoi pas? Ça, il faut qu'on voit si les études, si on arrive à montrer ça dans les études, est-ce que le délai entre le diagnostic et l'autogreffe est un facteur pronostic de l'autogreffe? Et est-ce qu'on peut avoir aussi, ça va être toute la discussion sur les conditionnements, des conditionnements d'une chimiothérapie intensive moins toxiques? Alors pour la question du délai, il y a une petite étude qui est une étude rétrospective monocentrique sur 27 patients où ils avaient donc 27 lymphomes cérébraux, dont 21, alors évidemment c'était des toutes petites séries, autogreffés en première ligne, et ils montraient que les patients autogreffés en première ligne avaient une meilleure PFS, une meilleure OS. Évidemment, là, il y a 6 patients qui étaient autogreffés pas en première ligne. Bon, c'est une piste. Je pense que ça, il va falloir voir si on arrive à le montrer sur d'autres études.
Attendre la rechute, pourquoi pas, c'est faisable, c'est sûr que c'est faisable, on peut rattraper des patients. Et puis en fait, on a peut-être quand même maintenant des nouvelles options en cas de rechute. On pourra discuter après, mais il y a quand même des choses qui se développent avec les traitements ciblés, les carticelles, même si c'est pas encore miraculeux, mais on aura peut-être des choses, on ne sera pas complètement désemparé en cas de rechute après autogreffe. Si ces courbes de survie à ce stade-là, nous montre qu'il y aura très peu de patients à rattraper après une autogreffe en rechute. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Les autres options en traitement de consolidation. Il y a une autre option qui est celle avec la chimiothérapie. Je vous disais qu'il n'y avait qu'une seule un seul consolidation publié. C'est un traitement assez lourd, fait sur une série de 44 patients avec l'étoposide, qui est une grosse dose, 40 mg kg, et surtout la racitine, 16 grammes mètre carré. C'est énorme, avec une survie qui n'est pas mauvaise, à 70% à 2 ans. Personnellement, je n'aime pas du tout ce conditionnement, cette chimiothérapie-là de consolidation, parce que une autre étude a montré, c'est des Cochin, ils font pas mal ça, et Rudy Berson avait publié. En fait, c'est super toxique, et les patients font tous une neutropénie fébrile avec une durée médiane de neutropénie de grade 4 qui est de 11 jours. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi on fait ça, autant autogreffer, parce que ça équivaut à une neutropénie d'autogreffe. Donc, personnellement, j'aime pas vraiment ce conditionnement et j'ose pas faire ces doses-là en chimio seule. L'autre option qu'on pourrait avoir, qui pourrait nous faire changer d'avis pour l'autogreffe, c'est les rayons, low dose, puisque ce qui était pour l'autogreffe en première ligne, c'était la toxicité des rayons, mais à 40 Gray ou à 36 Gray, qui est toxique. On peut éventuellement faire des rayons à plus faible dose chez les patients en rémission complète. Et il y a une étude américaine qui montrait des résultats encourageants en termes d'efficacité et de toxicité sur une petite série de patients jeunes, de moins de 60 ans. Donc ça, effectivement, ça fait une deuxième option. Et là, on regarde dans la base log, je crois qu'on a 40 ou 44, enfin je ne sais plus exactement, une quarantaine de patients de moins de 60 ans qui ont reçu une radiothérapie faible dose en rémission complète. Les analyses finales sont en cours. Et grosso modo, on aura la même courbe que les patients de l'étude précise, c'est-à-dire avec une survie correcte et des rechutes assez précoces, mais la même courbe on fait pas moins bien ni mieux que les 40 Gray pour les patients en rémission complète, mais on fait beaucoup mieux en termes de toxicité. Ça, c'est certain, les patients ont beaucoup moins de toxicité neurologique. Alors, l'autre question, c'est pour ça que j'ai envie de remettre ici mon peace and love, c'est que est-ce qu'on peut vraiment être pour ou contre, en fait, l'autogreffe en première ligne? Est-ce qu'il y a des études comparatives de phase 3? Peut-être que je peux laisser ça après la présentation de Sylvain, en fait. J'ai envie de dire ça et après on reviendra là. Donc, je rends mon écran et je te laisse, Sylvain. Je sais pas comment je rends mon écran. Non, c'est bon, je l'ai fait. Ouais. Vous voyez l'écran? Non. Ça va apparaître. Je vais reprendre l'écran. Ouais. Et je vais le remettre. Tac. Alors, Personne ne peut voir mon écran. Cliquez ici pour démarrer le partage. Ça, c'est Carole qui a fait exprès d'envoyer un virus pour bloquer la présentation. c'est ça. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est le coup de fil, c'était une attaque du 40 verse pour déstabiliser la présentation? Alors, je vais le reprendre. On va retenter encore une fois. Hop. Donc là, on voit On va de votre côté. à mon côté. Et donc, je vous renvoie l'invitation. Si vous êtes prêts, je clique. Oui, toujours pas. Non. Alors, sinon, il faut aller dans partage Ouais. et afficher écran. Normalement, il doit y avoir un bouton.
Afficher écran, c'est lecture, en gros, Ouais, mon écran. Parce que sinon, il y a le choix écran nettoyé, mais alors, je vais choisir ça. Et là c'est bon. là c'est bon? Ouais. Là, c'est bon? Alors là, on voit la moitié du diaporama. La Euh, moitié de ouais, l'ensemble du diaporama ou de… ouais. Là, c'est coupé en deux. Alors, allez dans partage, dans afficher écran et recliquer sur écran tout court au lieu de écran nettoyé. Je pense que c'est ça qui. Écran tout court. Ouais, là, c'est bon. On le voit Là, c'est en bon? complet. Parfait. OK. Alors, voilà, en petit. Donc, la question là, c'est, on a vu la première partie pour ou quasiment pour, et le but de la présentation, c'est le contre, sachant que j'ai le droit de ne pas être forcément honnête, mais je ne vais pas vous mentir. Donc, je vais sélectionner évidemment mes arguments, c'est un exercice pour essayer de vous montrer quasiment exclusivement ce qui est contre. Carole, ils ont montré ce qui était plutôt pour, et puis évidemment, on pourra faire une conclusion après. Donc, me frappez pas, c'est pas du tout du sexy. J'aime beaucoup ma collègue Carole, mais on va essayer de montrer un petit peu tous les aspects. Alors, la première chose, c'est un peu faire un bilan de la situation des utilisations des différents médicaments dans les lymphomes cérébraux, essentiellement en première ligne en France, pour savoir quelles sont les orientations. On avait il y a 2 ans la réunion HOLOG de notre réseau qui donnait un petit peu les orientations générales. Donc il y avait des questions, est-ce que le rituximab est utile ou pas? Vous voyez en haut, il y a eu très nettement une explosion de l'utilisation parce qu'il y avait des études qui étaient intéressantes et plutôt en faveur, même s'il y a eu quelques rebondissements récemment. L'irradiation à dose diminuée, donc ça c'est quelque chose qui est important, car on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'était très peu au début parce qu'on ne connaissait pas, et puis il y a eu cette publication petite, mais qui semblait donner des résultats intéressants et surtout une toxicité nettement diminuée. Donc on a besoin de temps évidemment pour confirmer si c'est intéressant, mais ça sera clairement un concurrent à l'autogreffe pour la première ligne. Et là également, c'est en train de monter. Alors, il y a un biais, il faut le savoir, c'est que les neuro-oncologues ont l'habitude des rayons, donc ils utilisent beaucoup ce type de radiothérapie. Les hématologues ont un petit peu moins l'habitude, donc ils utilisent beaucoup moins la radiothérapie. Mais il faut en parler dans le débat parce que c'est une option qui est intéressante. Et puis, la question d'aujourd'hui, c'est, vous le voyez, on était à peu près un tiers des patients déjà en 2011, donc il y a longtemps quand même, avant les résultats précis, qui d'emblée faisaient une autogreffe. Alors, il y a un petit peu de bile, mais vous voyez, c'est essentiellement soit du thioBCNU, thiobusulfan et thiobusulfan endoxan, donc un petit peu un mélange, première ligne. Et puis, il y a eu cette explosion avec précis les premiers résultats et puis les résultats définitifs qui a persuadé beaucoup d'hématologues et de neuro-oncologues de dire on y va, en plus c'est une étude française, on aime bien Carole, allez, c'est certain que l'autogreffe va être bien. Est-ce que cette attitude est justifiée sur le plan scientifique? Je dis stop. Stop, un, parce qu'on m'a demandé de le dire, et puis deux, parce qu'il y a des arguments qui sont plutôt pour mettre des bémols, voire des interdictions à ce type d'attitude. Donc pour essayer de comprendre les choses, comme on l'a fait un peu pour l'histoire de l'autogreffe en passant par la rechute, il faut revenir un peu aux bases de la première ligne dans le traitement des lymphomes intracérébraux, système nerveux central. La base historique que beaucoup de pays font encore, notamment les anglo-saxons, c'est du méthotrexate, souvent de la racitine et éventuellement d'autres choses à côté. Et puis la radiothérapie. Alors c'est la radiothérapie historique 40 Gray ou 36 Gray qui peut avoir une toxicité. Là c'est un exemple de toxicité. Alors c'est des troubles neurologiques majeurs, d'autant plus qu'on est âgé. Après 60 ans, vous voyez, 70% vont avoir une toxicité sévère, 70%, 100% quand on a 70 ans et plus, et beaucoup moins quand on est jeune, mais ce sont des toxicités définitives. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on a guéris avec la radiothérapie et qui sont neuneux sur une chaise roulante, qui sont incontinents, donc franchement, pas quelque chose de top. On met ça dans la balance. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux que la radiothérapie en consolidation? Alors, première attitude, soit je fais une conso chimio, soit je m'arrête là. Évidemment, si je m'arrête avec la chimio seule, le risque de rechute n'est pas négligeable, mais est-ce que c'est aussi mauvais que ça? Et là encore, on n'a pas forcément des données de phase 3, on a très peu dans les lymphomes cérébraux, mais on peut reprendre les données du résologue parce que c'est sur beaucoup de patients. Et si vous regardez ici, on va regarder essentiellement les courbes bleues qui regardent les patients jeunes, parce qu'il y a un suivi qui est assez prolongé. Vous avez jusqu'à 60 mois, jusqu'à 50 suivis. Donc ceux qui sont en fin de courbe
ce sont ceux qui, dans la majorité, n'ont pas eu d'autogreffe. Ceux qui sont au début de courbe, bah, vous avez vu que c'était 80%. Bah, si vous regardez la fin de courbe en survie globale, c'est pas mal. Fin de courbe en survie sans progression, bah, il y a quand même un petit peu de rejet, de problèmes de rechute. En tout cas, la survie globale est bonne. Et quand vous regardez les chiffres, à 2 ans, les moins de 60 ans, on est à 72% et on a un plateau à 5 ans, vous voyez, qui est au-dessus de 60, entre 60 et 70%. Donc, quelque chose qui est tout à fait satisfaisant. Et ça, c'est la base. Est-ce que je peux faire mieux que cette base, qui est une question essentielle? Alors, évidemment, mais je peux juste, sur la diapo d'avant, Sylvain, la courbe, les patients de moins de 60 ans, ils sont consolidés, que ce soit avec rayon ou pas rayon, ou pas ou autogreffe. Ils ont, une consolidation. Tout à fait, mais ils n'ont pas forcément l'autogreffe, et ceux qui sont tardifs, c'est une minorité. Et c'est pas de récupérer les choses en me coupant. La question, c'est autogreffe ou pas autogreffe. Alors, on reprend. Donc, on reprend, voilà. Alors là, on s'est posé la question de l'autogreffe. Est-ce que c'est une bonne consolidation pour faire mieux que la chimio seule? Alors oui, mais pas à n'importe quel prix. Hein. C'est bien de caser une idée, mais il ne faut pas forcément le faire n'importe comment. Donc, on va être rigoureux et regarder les études. Bah, tout à l'heure, il y a cette étude qui a été présentée par Carole. C'est bien d'être honnête et regarder ça. Donc, moi, je suis un peu moins honnête, mais je vais insister davantage sur ces points. Et souvenez-vous de ce qui était en réponse. C'est en bas à gauche. Il y avait une comparaison radiothérapie, une vraie forte 36 Gray, contre un conditionnement, mais qui est quand même léger. On va y revenir parce que pour moi, c'est vraiment important. Lorsqu'on dit dans un débat, l'autogreffe, c'est bien pour telle maladie, c'est un abus. Un abus parce qu'en fait, on doit dire l'autogreffe avec tel conditionnement, c'est bien pour cette maladie. Parce qu'une autogreffe, ça peut être de l'alkéran, ça peut être du BIM, ça peut être du thiobusulfan-endoxan, et ce n'est pas du tout la même chose. L'autogreffe, tout ce qui fait l'autogreffe, c'est la chimio. Donc, à chaque fois que vous dites l'autogreffe dans une maladie, il faut dire l'autogreffe avec tel conditionnement. Et là, ça sera une deuxième question. Si je fais une autogreffe, vous voyez, je suis gentil, je veux bien dire que dans certains cas, on peut éventuellement discuter l'autogreffe. Bah, avec quel conditionnement il faudrait le faire? Si là, dans cette étude, on fait thiotépa bécianu, bah, le résultat, on vous l'avait montré, je vous le mets en plus gros pour mieux marquer les esprits. Pas de différence de survie sans progression, pas de différence de survie globale. Ça veut dire quoi? Bah, comme on l'a vu, on peut rattraper tout à fait quelqu'un qui est en rechute après la radiothérapie. Et les questions sont bien évidemment la toxicité. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Eh bien, je vais faire le méga traitement, méga fort, et c'est l'étude précise qui a un traitement un peu plus concentré sur la chimiothérapie. Ce n'est pas 100% identique à ce qu'on a vu dans l'étude précédente. La radiothérapie qui ressemble beaucoup à un 36 Gray à sa 40 Gray. Par contre, on fait l'autogreffe qu'on a validé en rechute historiquement, qui donne de très bons résultats en rechute. Hein, vous allez la montrer, hein, des chiffres quand même assez étonnants. Elle a été assez humble, Carole, mais ça a été une révolution dans la prise en charge des rechutes de lymphomes cérébraux. C'est vraiment devenu une référence. Donc, on l'applique en première ligne, c'est logique, puis on a l'habitude en France de le faire, et on va voir ce que ça va donner. Donc, évidemment, quand on regarde radiothérapie à gauche, autogreffe de l'autre côté, bah, les courbes ont plutôt l'air assez nettement en faveur de l'autogreffe, en survie sans progression en tout cas. Alors, on va aller un peu plus dans le détail, parce que évidemment, une étude, il faut voir est-ce que tout est valable ou pas. Alors évidemment, ça c'est Carole Petite qui dit yes, j'ai gagné, j'ai accompli ma mission et l'autogreffe, ça passe. Ouais, mais si je regarde bien, en fait, il a du sable dans la main et il fait la gueule parce qu'il en a plein la bouche. Donc, ce n'est pas forcément aussi accompli que ça. Et si maintenant, on regarde un peu cette étude précise, qui est une bonne étude, hein, on y a participé, on est content, c'est un beau schéma qui est clair et net. Bah, déjà, la première chose, quand vous regardez avant même le bras de randomisation, auto ou rayon, vous avez un taux de réponse qui est très différent entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'étude n'est pas bonne, mais ça veut dire que par malchance, il y a eu un avantage. Là, c'est un très bon exemple des statistiques qui peuvent donner des interprétations un petit peu excessives. C'est-à-dire par malchance, il y a un avantage dans le bras radiothérapie avant les rayons. C'est-à-dire que les résultats d'une étude, ça peut être que de la chance. Il ne faut pas l'oublier. Donc, après, quand on regarde ces résultats, bah, ça peut éventuellement être que de la chance, à l'inverse, pour l'autogreffe. Alors, je vais être gentil, on ne va pas dire que c'est forcément de la chance. Donc, on va être dans les statistiques. Bah, si vous regardez les écarts types, ils se recouvrent. Alors, c'est une étude de phase 2, comme l'a très bien dit Carole. On a stricto sensu pas le droit de le dire, donc c'est une orientation. Mais 2, même si on regarde, comme les écarts types se recouvrent, bah, statistiquement, on va dire qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. C'est juste une impression que l'un est mieux que l'autre.
Donc, normalement, si on avait les moyens, c'est-à-dire beaucoup de patients et de l'argent, il faudrait derrière faire une phase 3 pour confirmer cette phase 2. Mais il faut le reconnaître, il n'y aura jamais. Cette étude, a priori, il n'y aura jamais. Donc, vous voyez, une bonne étude, mais qu'une orientation et aucune preuve scientifique de l'avantage de l'un sur l'autre. Et puis, en survie globale, qui est souvent le plus important, bah vraiment, même dans les courbes, il y a zéro différence. Donc, en fait, on rattrape. Est-ce que vraiment il est utile de faire une autogreffe avec sa toxicité en première ligne, alors que je peux rattraper ces malades par la suite? Et si je regarde ma survie globale, dans l'étude précise, les moins de 60 ans, ben on est à 72% en survie globale dans l'étude, donc quelque chose de relativement récent. Ben c'est à peu près les chiffres qu'on avait, que je vous ai montré tout à l'heure, avec le réseau LOC. Donc, est-ce que vraiment on apporte quelque chose en autogreffant quasiment 100% des moins de 60 ans, ou est-ce qu'on ne fait pas mieux qu'avant? Pourquoi la survie globale éventuellement n'est pas influencée? Parce qu'on a de plus en plus de traitements très efficaces en rattrapage. Voilà. Alors, là, je ne dirais pas que c'est quasiment le coup de grâce. Carole est encore debout, on lui a un peu écrasé le nez, on a été un peu à côté pour ne pas trop la mocher, mais l'autre coup de grâce, elle en a quand même déjà parlé, c'est la toxicité. Alors, si on rappelle ces chiffres dans précis, bah, c'est 11% de mortalité quand même, hein, parce qu'on on va jusqu'à 100 jours, parce qu'il y a la toxicité qui met un petit peu de temps après l'autogreffe. Il y a les centres qui n'ont pas trop l'habitude, mais même les centres qui ont l'habitude, il y a de la casse. Hein, il y a des patients qui meurent, et en effet, on est atrocement déçu quand un patient meurt en première ligne, alors que les résultats chez les jeunes, en tout cas, ne sont pas mauvais du tout, et notamment aussi en rattrapage. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ça, c'est la tox précoce. On ne vous parle même pas des myélodysplasies que vous allez avoir par la suite. Et la littérature, bah, c'était la même diapo que tout à l'heure, mais moi, j'entoure des choses différentes, des choses qui se passent, la toxicité. Bah, ce 10-11%, on le retrouve dans l'étude de Omuro. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qui a inventé, c'est vraiment, et on le sait hein, dans la vie quotidienne, on le sait tellement qu'il y a des centres qui n'aiment pas cette association thiotépa-busulfan-endoxan et qui vont faire des conditionnements plus légers, type thiotépa-busulfan ou thiotépa-carmustine. La question que je vous pose, est-ce que, à l'image de ce qu'on a vu dans l'étude précise, qui utilisait thiobuan et qui semblait montrer un avantage pour l'autogreffe, vous avez le droit d'élargir en disant c'est le même résultat en avantage avec thio-BCNU, thio-carmustine, alors même que l'étude européenne qu'on a vue avant montrait aucune supériorité. Est-ce qu'il ne faut pas mieux se poser la question de remplacer l'autogreffe en première ligne qui est toxique, myélodysplasie, mortalité, par justement cette orientation actuelle vers la radiothérapie à faible intensité, 23,4 Gray, qui semble moins toxique. Alors bien sûr, il faudra un suivi davantage plutôt que de l'abandonner tout de suite au profit de l'autogreffe. Donc il faut en effet en conclusion se donner le temps et puis essayer bien de regarder dans le détail, est-ce que l'autogreffe lourde, qui est plutôt validée, même si c'est dans une phase 2, mais qui est assez solide, avec en ce cas la thiotépa-busulfan endoxan, je vous pose la question, j'en sais rien, je vous dirai éventuellement ce qu'on fait localement. Et puis, est-ce qu'on a le droit d'élargir sans validation avec un conditionnement qui est plus léger? Et le gros problème qu'il faut avoir en tête quand je vous fais en première ligne un conditionnement plus léger, si le patient rechute, je ne peux pas faire le conditionnement lourd derrière. Est-ce que ce n'est pas une perte de chance à ce moment-là? Ma question, c'est est-ce que, quitte à faire une autogreffe, autant choisir l'autogreffe lourde plutôt que l'autogreffe légère, ou même se poser la question, je ne connais pas du tout d'autogreffe, et je le garde pour la rechute parce qu'on a d'excellents résultats en rechute. Et voilà. Alors, je peux juste. Non, tu n'as pas le droit. Oui, je vais le prendre parce que j'ai commencé cool, mais là, tu m'as chauffé un peu. Alors, quand même. Bon, tu avais dit que tu n'allais pas forcément être honnête, donc tu as un peu poussé, je crois. Quand même, tu as un peu poussé. Je suis complètement d'accord avec toi sur la question du conditionnement et que l'autogreffe, on ne dit pas autogreffe, on dit chimio-intensive. Ça alors, je suis complètement d'accord. Je regrette presque de ne pas l'avoir dit avant toi. Mais tu as complètement raison là-dessus. Il y a vraiment une histoire de type de chimiothérapie intensive. Et un des commentaires qu'on pourrait faire sur la différence entre les deux études, l'étude européenne, je peux remettre mes diapos parce que je voudrais juste commenter en faisant… Il n'y a pas de problème. Je vous donne voilà. le contrôle. Si je remets l'étude ici, alors je vais mettre comme ça l'étude l'étude européenne et l'étude française, c'est vrai qu'il y a un
grosses différences dans les conditionnements et on se demandait justement si la différence de résultat n'était pas liée à ça. On aimerait faire, mais bon, on ne l'a pas fait encore, une sorte d'analyse, une méta-analyse des deux études. Bon, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Et un des investigateurs, enfin des leaders de cette étude-là n'était pas complètement chaud pour le faire, mais peu importe, ce serait la meilleure façon de le faire, d'apparier nos populations. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, dans l'analyse après des résultats, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, il faut nuancer un petit peu. C'est que, alors comment je passe mes diapos? Voilà. Alors, effectivement, là, si on regardait, on a, nous, dans notre étude, la différence entre les deux études, c'est que nous, on a randomisé au diagnostic. Donc, tous les patients étaient randomisés d'emblée pour savoir si on allait aller à l'autogreffe ou au rayon. Alors que dans l'étude européenne, ils ont randomisé après, ils ont fait une deuxième randomisation chez les patients répondeurs. Donc, on n'est pas tout à fait au même point. Donc, effectivement, nous, quand on regarde le protocole tel qu'il est, on a ici les patients qui aient ou pas répondu à l'induction. Et donc, tu as raison, il y avait eu un déséquilibre sur la première partie de l'étude où les patients du groupe radiothérapie faisaient mieux en termes d'induction. Mais en fait, ce qu'on a fait, après réunion du comité de surveillance, c'est qu'on a augmenté la population. Donc, on devait avoir, je ne sais plus combien de patients, on a augmenté le nombre de populations pour pallier ce déséquilibre. Et donc là, les chiffres que tu as montrés, c'était en fait sur les 38 premiers patients analysables. Donc, on a augmenté la population pour se défaire un petit peu de ce biais statistique des petites séries. Donc, quand on regarde nos groupes globaux là, je vous avais dit qu'on ne faisait pas de comparaison parce qu'on était très honnête et qu'on n'a pas comparé une phase 2 randomisée qui n'était pas dédiée à être comparée. Mais on a ici tout ce qui se passe au moment de l'induction et donc des échelles d'induction. Et c'est pour ça qu'on a fait, et au départ, les statisticiens ne voulaient pas, mais les reviewers ont demandé, c'est pour ça qu'on a fait cette analyse-là en sous-groupe exploratoire pour refaire, pas refaire, mais pour regarder ce qui se passe à partir de l'induction. Donc, pour vraiment avoir une idée du rôle de l'induction, parce que ces courbes-là sont faites de la deuxième randomisation, après de la deuxième randomisation pour l'étude européenne. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de faire cette comparaison, encore une fois, exploratoire, où on voit qu'il y a moins de rechutes, en tout cas, encore une fois, exploratoire, sur ce groupe radiothérapie. Moins de rechutes pour le groupe autogreffe. Donc, je pense que cette analyse exploratoire, on ne peut pas la défaire, elle est faite. Et on n'a pas fait, on n'a jamais dit sur ces courbes-là que un était mieux que l'autre. On a simplement conclu, et ça, franchement, on était très honnête là-dessus, compte tenu du design de l'étude, on avait atteint pour les deux courbes une survie à 2 ans qui était sans maladie, qui était au-dessus de 50% pour les deux groupes, juste pour les rayons, que les deux options étaient recevables, en tout cas selon les critères qu'on avait définis. Donc ça, on peut pas revenir là-dessus, ni sur cette analyse exploratoire de sous-groupe, qui encore une fois a des limites, je suis d'accord. Voilà. Sur la toxicité, je suis complètement d'accord. Sur les courbes que tu as montrées, je les ai pas là, mais sur les courbes de Locke, des moins de 60 ans et plus de 60 ans, c'est pas complètement vrai. Très clairement, dans le groupe 60 ans, il y a de tout. C'est des patients qui ont été consolidés pour plus de 90% d'entre eux. Et dans les consolidations, il y a des rayons et il y a de l'autogreffe. Et comme tu as montré, avec le temps, le nombre d'autogreffes a augmenté. Donc, tu ne peux pas dire dans la courbe que c'est des patients sans autogreffe. Parce que dans ces courbes-là, des moins de 60 ans, il y a des patients autogreffés, ça c'est certain. J'avais dit que les plus tardifs sont aux alentours de 1/3. Oui, c'est ça, un tiers, voilà, c'est ça. Mais il y a quand même des autogreffes dedans. En tout cas, ils ont été consolidés et très probablement que la différence entre les moins de 60 ans et plus de 60 ans, en tout cas en partie, c'est peut-être lié aussi parce que les moins de 60 ans ont une consolidation, les plus de 60 ans n'en ont pas. On sait très bien qu'ils ont une PFS à plus de 60 ans sans consolidation inférieure à 1 an, quoi. Voilà, donc juste sur la TOC, juste que je voulais rajouter peut-être après, et là je me remets pour le débat, c'est vraiment est-ce qu'on peut finalement être pour ou contre. Je crois qu'il faut, voilà, on est quand même limité par ce qu'on peut dire. Après, on peut avoir des
des patients, mais je pense qu'on est quand même limité. Est-ce qu'il y a des études comparatives de phase 3? Je crois qu'on aura tous compris qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des études randomisées de phase 2? Ben oui, il y en a eu 2, en tout cas les plus récentes. Des études de phase 2 non randomisées, il y en a plein à gogo. Donc ça, on en fait ce qu'on veut, avec des résultats qui sont en général, quand c'est publié, c'est parce que les résultats sont encourageants. Donc il y a plein d'études encourageantes. Des études de cohorte, pareil, il y en a plein. Donc grosso modo, il n'y a aucune étude de supériorité, ça on est d'accord. Vraiment, on ne peut rien dire. Il n'y a que des études qui permettent de conclure que les deux bras sont équivalents. Bon, ça, je vous l'ai dit pour la comparaison avec les exploratoires. Qu'est-ce qui nous manque pour vraiment répondre à la question de, je pense que les étapes d'après, en dehors d'une phase 3 qu'on va probablement jamais faire parce que c'est trop de patients, quoique. C'est surtout, je pense, plutôt que vraiment de se battre pour est-ce qu'il faut autogreffer en première ligne ou pas, c'est plutôt de savoir qui il faudrait autogreffer. Et est-ce qu'il y a des patients qui bénéficieraient d'une autogreffe par rapport à d'autres? Et donc, comment identifier des patients à haut risque de rechute? Parce que je pense que ceux-là, ils gagneraient, comme pour les DLBCL, à avoir une intensification avec un bon choix de conditionnement en prenant les risques de la chimiothérapie intensive qui fera mieux. Et donc, c'est vraiment, et autrement aussi, c'est d'identifier des patients à risque de toxicité, à la fois pour l'intensification, mais aussi pour la radiothérapie. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des risques, les patients qui ont des risques vasculaires, etc. Et puis l'autre question, c'est comment est-ce qu'on peut, si on pense que le TBC est mieux, ce qui est un petit peu notre impression en termes d'efficacité, en particulier pour les moins de 60 ans, si on a envie de le garder parce qu'on l'aime bien, parce qu'il fait mieux en termes d'efficacité, mais clairement il est plus toxique, ça c'est indéniable, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se poser la question, comment faire pour améliorer finalement, pour être moins toxique? Et ça pour l'instant, moi j'ai pas la réponse. Est-ce que de faire une PK du busulfan, c'est mieux? Est-ce qu'éventuellement l'endoxan, on pourrait le laisser tomber et on garderait le thiotépabusulfan pour diminuer un petit peu le risque de maladie véno-occlusive? Est-ce qu'on peut mieux évaluer ce risque et finalement ne pas le proposer à tout le monde? Personnellement, je pense que c'est vraiment cette première ligne qui sera la plus importante, c'est en fait d'identifier vraiment les patients à risque. Et comme ça, on se posera pas la question pour tous les patients. C'est en fait, là, on fait un peu une médecine pour les lymphomes de la tête un peu grossière encore. C'est parce qu'on met tous les patients dans le même panier et le seul facteur pronostic qu'on a identifié jusque-là, c'est l'âge et l'index de Karnowski. Et je pense qu'on est loin de la finesse de ce qu'on a en DLBCL. Est-ce que les répondeurs précoces, qu'est-ce qu'on a pour identifier la réponse complète qui, avec les critères actuels, l'évaluation de la réponse complète elle est très imparfaite, on n'a que l'IRM, c'est vraiment pas bien. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas là-dedans mieux identifier les répondeurs, les bons répondeurs, les mauvais répondeurs, et voir qui il faut intensifier et chez qui il faut prendre le risque de cette intensification? Je pense que c'est important. Après, on peut revenir sur cette histoire de chimiothérapie intensive. Là encore, c'était mélangé, mais c'est ce qu'on disait. Il y a clairement une efficacité meilleure pour le TBC et moins de toxicité nette pour le thiotépacarmustine et pour le BIM. Mais le BIM vraiment fait nettement moins bien que les conditionnements à base de thiotépa, donc ça, il faut le garder. Voilà. Tu veux dire ce que tu fais, Sylvain, et où je commence et tu… Comme tu veux, comme tu veux. Moi, ce que je fais et ce qu'on dit en RCP national, c'est qu'à la rechute, on est un peu monomaniaque. C'est est-ce que le patient est autogreffable? Et à ce moment-là, on réfléchit sur le traitement, sur le traitement de deuxième ligne et on pousse vraiment à l'âge. Il y a encore des centres qui sont très réticents. Donc, on pousse vraiment 70 ans, quitte à d'ailleurs à les montrer à… Il y a des centres qui n'ont pas l'habitude, donc éventuellement à se dire, allez, on peut le voir. On l'a pas souvent fait, mais on pousse vraiment à bien évaluer cette option-là. En première ligne, moi j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on dit en RCP log, il y a vraiment deux options. Effectivement, depuis qu'on a la radiothérapie faible dose et on sait qu'on peut rattraper les patients avec l'autogreffe, on peut le proposer. Vraiment, on le propose parce que c'est une option. Et puis après, il y a des centres qui ont plus envie de faire de l'autogreffe ou pas. Donc on dit aussi que c'est une option. Mais là, je pense qu'il faut à ce moment-là être assez ferme sur le fait que si on choisit de faire une autogreffe en première intention, c'est vrai qu'il faut choisir un conditionnement à base de thiotépa
il vaut mieux avoir l'habitude d'en avoir fait parce que le TBC, il est un peu particulier. Donc, c'est vrai que quand on en fait qu'un et qu'on a une mauvaise expérience, enfin, on peut, voilà, il y a des petites choses dans la manipulation de la triplette, la TBC, qui n'est pas facile. C'est pas des autogreffes qui se passent forcément bien. Ça peut très bien se passer, mais c'est globalement un peu plus toxique que le BIM. Voilà, après, ben, je vous montrerai les protocoles en cours. Je laisse Sylvain, Oui, Sylvain peut-être, comme tu veux. en rechute, pour confirmer ce que dit Carole, on est très très autogreffe, mais on est assez tardivement dans le sens âge, hein. Tout à l'heure, Carole disait est-ce qu'on va 70 voire 71, on peut même aller au-delà et on est de plus en plus âge physiologique que âge réel. Il y a des patients de 72-73 ans qui sont en très bon état général, mais par contre, on fait le conditionnement plus léger, hein. Le Thiotepa BCNU, d'autres font Thiotepa busulfan, l'un ou l'autre. J'aime un peu moins le Thiotepa busulfan parce que le busulfan donne plus de maladies véno-occlusives, donc c'est un choix personnel. Et c'est vrai que ça passe bien. La toxicité, ça ressemble, voire c'est plus léger qu'un BIM, hein, pour vous donner une idée. Donc, tant qu'on peut, on fait et on pousse vraiment le bouchon assez loin. Première ligne, alors même si je vous ai dit, mon topo c'était contre, j'en fais quand même, hein, ne le répétez pas. Mais il y a 2 points. Le premier, je suis un peu monomaniaque et quand il y a une idée, enfin une étude qui montre un effet probablement bénéfique, et étude précise est une bonne étude qui, même sans le prouver, quand même donne des arguments assez forts en faveur de l'autogreffe, bah, elle a été faite avec Thiotepa busulfan endoxan. Donc, pour moi, je me dis, ça a l'air intéressant, mais avec Thiotepa busulfan endoxan. Et en plus, j'ai pas peur de perdre des chances en faisant un Thio-BCNU. Donc, je fais du Thiotepa busulfan endoxan, mais comme j'ai pas envie de tuer le patient en première ligne, hein, 10%, 11%, même si on en fait beaucoup sur la pitié, on a des décès, hein. C'est pas parce qu'on a des grosses réas et on a l'expérience que le patient va pas mourir. Donc, on le fait et on a décidé, parce qu'on a regardé rétrospectivement localement qui mourait, on s'arrête à 50 ans. Bon, c'est un choix. On n'a pas eu encore d'essai jusqu'à 50 ans, donc voilà. Donc en gros, la majorité des patients de la pitié arrivent en neuro-oncologie et s'ils ont moins de 50 ans ou 51, 52, voilà, dans les dents, donc la neuro-onco nous propose, on voit le patient et en ce cas-là, on fait l'autogreffe première ligne avec un vrai conditionnement lourd, hein. C'est lourd, mais ça passe, on prévient le patient. Mais je ne fais pas de Thio-BCNU et pour l'instant, on ne dépasse pas les 50 ans. Mais tout le monde ne fait pas du tout ça dans tous les centres, hein. Il y a des gens qui font beaucoup plus large et qui font d'emblée un conditionnement plus léger. On n'a pas la réponse, hein. Comme vous avez dit, chacun ses arguments. C'est un peu l'intérêt de la réunion de ce soir. C'est un peu de stimuler votre logique et vos choix personnels. En absence de phase 3, bah, on peut toujours choper des arguments à droite ou à gauche. On m'aurait demandé de faire pour la radiothérapie ou autre chose, bah, j'aurais fait un topo orienté malhonnêtement dans un sens ou dans l'autre, hein. On a toujours des arguments sans phase 3 pour un sens ou dans l'autre. Enfin, je suis content d'apprendre que j'ai réussi à chauffer Carole ce soir. C'est assez exceptionnel. Non, mais en tout cas, sur l'âge, tu vois, là, alors nous, on n'a pas eu toute cette expérience-là. Moi, quand j'en avais fait, enfin, en tout cas, même dans le précis, le 50 ans sortait pas pour la tox ou pas. Ça sortait pas. Donc, c'est vraiment bon arbitraire. C'est vrai qu'en général, on a plus de choses d'être en bon état, d'être mieux avant 50 ans qu'après. Bon, voilà. Mais en tout cas, nous, dans le précis, on n'a pas retrouvé cette limite d'âge à 50 ans pour dire c'est plus toxique ou pas. Là, les 2 options qu'on laisse, moi, je les ai même proposées chez des patients, hein, quand on n'avait pas encore les résultats précis ou quand on commençait à les avoir et que j'arrivais pas vraiment à me décider. J'ai proposé aux patients quand je sentais qu'ils étaient accessibles à la discussion, je leur ai dit, voilà, il y a le choix. Il y a pas, vous avez le choix entre une radiothérapie qui va être plus facile, mais avec peut-être un risque de rechute plus élevé, mais à ce moment-là, on peut rattraper avec une autogreffe, ou alors l'autogreffe avec un risque. Et vraiment, j'ai eu des surprises dans les choix des patients. D'ailleurs, je m'étais trompée sur si j'avais parié sur qui aurait choisi radiothérapie et qui aurait choisi autogreffe, je m'étais vraiment plantée. Voilà, je me souviens d'une dame qui avait choisi rayon, donc a malheureusement rechuté, toutes n'ont pas rechuté, tous n'ont pas rechuté, mais elle avait rechuté et elle m'a dit qu'elle avait regretté parce que le traitement de la rechute, elle trouvait ça extrêmement éprouvant. Voilà. Personnellement, par rapport à cette histoire de conditionnement TBC, c'est vrai qu'on y est très attaché, mais moi je me suis lancée un petit peu à titre exploratoire, et là on va voir pour les prochains protocoles à faire du Thiotepa busulfan en première ligne chez des patients en rémission complète.
je garde le TBC en rechute et je garde le TBC si la rémission complète n'est pas certaine ou rémission partielle, voilà, qui est toujours un peu difficile sur les IRM, à faire du thiotépa busulfan pour garder un petit peu le squelette un peu de ce conditionnement, pour pas faire thiotépa carmustine. Je suis complètement d'accord avec Sylvain. On a quand même, ça passe très bien après 65 ans, mais c'est probablement moins bien. Donc, je n'ai pas envie de prendre ce risque. Donc, je fais un TBC sans endoxan, parce que ça passe quand même mieux que le thiotépa busulfan endoxan, parce que je trouve ça très contrariant de perdre des patients en première ligne. Et ça, je suis d'accord, on a beau avoir l'habitude et avoir des bonnes réas, ça arrive quand même. Donc maintenant, en fait, on va toujours pas comparer, mais en tout cas, on va avoir une série un peu plus grande, puisque vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Dans le prochain protocole enfin, le protocole, non, c'est pas le prochain, il est en cours, il a débuté. Un protocole pour les patients adultes jusqu'à 60 ans, première ligne. En fait, on va surtout s'intéresser à l'induction parce que vous avez vu que c'est pas terrible l'induction. On n'a pas vraiment on n'est pas complètement satisfait de ça, donc on a envie d'améliorer, donc on va tenter de rajouter un médicament à la chimiothérapie classique, donc soit l'iridomide, soit l'ibrutinib. Mais en tout cas, on a gardé un petit peu par consensus, parce que c'était difficile à partir de cette étude-là, mais des études antérieures, mais c'est un petit peu un consensus national, et puis il a bien fallu faire un consensus à un moment donné. Voilà. On a gardé quand même la consolidation avec l'autogreffe. Et comme beaucoup de centres avaient exprimé, en tout cas dans l'étude précise, avaient exprimé leurs craintes, et certains centres qui avaient fait qu'une ou deux autogreffes, et si par malheur ils avaient eu justement un décès toxique, c'était cauchemardesque et traumatisant. Donc on a gardé vraiment par consensus l'autogreffe, mais en faisant un conditionnement un petit peu moins lourd, c'est-à-dire en laissant tomber l'endoxan, thiotépa busulfan, en se disant que peut-être le fait d'autogreffer en première ligne et en très bonne réponse, peut-être que ça suffira en première ligne, quoi. Voilà. Alors, juste la remarque de tout à l'heure de Sylvain, qu'après thiotépa carmustine, on ne peut pas refaire d'autogreffe, c'est pas complètement vrai, parce que les Allemands ont fait ça, parce que c'est beaucoup eux qui avaient fait thiotépa carmustine, et en fait, ils ont fait certains patients, alors j'ai pas les chiffres, et ça doit pas être non plus beaucoup plus que une poignée de main ou deux, maximum, mais ils ont fait du TBC après thiotépa busulfan. Voilà. Et puis par rapport au MDS secondaire, Thiotépa carmustine. ils ont fait après thiotépa carmustine, ils ont fait Ouais, TBC. ouais, parce que thiotépa busulfan, on est un peu plus coincé. Oui, tout à fait. Mais eux, comme ils faisaient thiotépa carmustine, pardon si j'ai dit des bêtises, comme ils faisaient beaucoup thiotépa carmustine, c'est vraiment le protocole qu'on dit, le protocole des Allemands, ils ont fait après TBC, avec quelques succès après. Bon, pas beaucoup. Moi, j'ai jamais osé faire une deuxième autogreffe après TBC parce que c'est un peu compliqué là. Voilà. Donc ça, c'est pour le protocole de première ligne en France. Et puis, il va y avoir quand même, donc on va peut-être avoir d'autres réponses. Là, je vous ai mis les 2 essais en cours, donc à l'international. Une phase 3 qui va comparer, qui compare, parce qu'elle est déjà... Ah, mais ils ont déjà fini d'ailleurs, j'avais noté. Déjà fini le recrutement, donc on aura bientôt les résultats, entre une chimiothérapie non myeloablative, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais il doit y avoir l'ifosfamide, je ne sais plus quoi, versus l'autogreffe avec thiotépa carmustine, donc on verra ça. Et une autre étude qui là compare aussi le fameux chimio VP16 à aracitinib que je vous ai montré tout à l'heure versus l'autogreffe avec thiotépa carmustine. Et là aussi, ça c'est une phase 2, et là aussi le recrutement est complet et donc on attend les résultats. Mais en tout cas, on n'a toujours pas évidemment d'études. Non, alors je vous dis une bêtise, j'aurais dû le mettre là. Si, j'ai oublié de mettre là. Il y avait les. Ah, c'est dommage, j'ai raté un truc. Je crois même que c'est présenté à l'ASH. Il y avait une étude radiothérapie low dose versus abstention. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Il faudrait. J'ai oublié de le mettre. J'y pense là maintenant pendant que je vous parle. Si je peux le retrouver.
Je vais voir, enfin, sauf si vous avez des questions pendant ce temps-là, puis je vais voir si je retrouve cette étude ou en tout cas l'abstract pour vous répondre. Donc allez-y, puis si je peux, je recherche ça. Ça marche. Pour vous donner cette réponse, c'est pas que un abstract, mais en tout cas, ça pourra toujours donner une info. Il y a quelques questions et moi je voulais aussi faire une remarque déjà. Merci beaucoup pour ces deux topos qui sert aussi à stimuler un peu l'esprit critique. C'est-à-dire que faut, quand vous regardez des papiers, il faut bien décortiquer les résultats et pas juste croire à la conclusion qui est fournie. Et je trouvais très intéressant la discussion sur la limite d'âge pour l'autogreffe en première intention parce que quand j'étais à Amiens en tant qu'FFI, on avait repris les autogreffes de la forme cérébro. Il y avait eu 5 décès toxiques sur les 20 autogreffes qui avaient été faits dans le centre. C'était que des patients âgés de plus de 50 ans qui avaient reçu du TBC, dont majoritairement en première ligne. Donc, et ils étaient morts d'infection fongique. Je ne sais pas si vous aviez eu ce genre de cas d'infection fongique. Ça me dit rien. Moi, je me souviens clairement de maladies véno-occlusives très sévères. On en a un, alors le pauvre il est mort en rémission complète, mais enfin, c'était un jeune et on l'avait autogreffé alors qu'il était en échec. À une époque, on n'avait pas on n'avait pas règle limite, donc c'était un bon traitement. Ça, je crois qu'il n'y a aucune autre autogreffe qui a montré ça. On peut récupérer et probablement guérir des patients qui sont en mauvaise réponse avec uniquement l'autogreffe. C'est pour montrer que c'est costaud quand même. Et lui, il a fait un rash, il y a une toxicité cutanée qui n'est pas négligeable. Il a fait un rash, on l'a envoyé chez les grands brûlés et puis il est mort d'infection. Et champignons. Champignons, moi, j'ai pas. Hein, les décès qu'on a eu à déplorer, bizarrement, c'était soit lymphome cérébral en rechute, maladie véno-occlusive, mais chez un patient qui avait clairement des facteurs de risque qu'on avait mal évalué avant, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup bu, qui avait fait effectivement avant et qui avait fait une cytolyse hépatique à chaque métaux. Donc clairement, c'est pour ça que maintenant, c'est des bilans systématiques à Beaujon d'évaluation pré-autogreffe pour voir s'ils ont quelques facteurs de risque, même si on n'a pas toujours pu prévoir. Donc ça, c'est un patient lymphome cérébral. Et les deux autres patients que j'ai perdus d'une autogreffe, c'était pas des lymphomes cérébraux primitifs, c'était des lymphomes secondaires, donc des stades neuroméningés graves, avec vraiment des atteintes partout et le système nerveux central. Deux patients jeunes, qui sont vraiment restés en travers, 52-55, rémission complète de la maladie. Et un décès, mais alors il avait fait un tout, quoi, là, une hypersécrétion bronchique épouvantable, à peine fini le conditionnement, le rein était parti en vrille, mais c'était pas la maladie, c'était l'infection, c'était pulmonaire. Je pense qu'il a fait une toxicité pulmonaire au busulfan, très très important. Et l'autre patient, maladie véno-occlusive. D'ailleurs, Pierre-Édouard, c'est un pour qui on avait discuté de la greffe hépatique. Ils n'avaient pas voulu à Beaujon, d'où la discussion. Voilà, on en discutera. Et le débat là-dessus, voilà, donc tu es dedans, c'est bien. Ça, c'était vraiment. Et sinon, lymphome de la tête, voilà, le seul, c'était une maladie véno-occlusive chez quelqu'un avec un risque probablement mal évalué. De tox fongique, j'ai pas souvenir de ça non plus. Et en parlant que l'autogreffe peut rattraper des patients en mauvaise réponse, est-ce que on a des données pour comparer patients qui seraient en rémission partielle, qui auraient reçu une deuxième ligne et autogreffé versus autogreffe d'emblée? Ou est-ce que vous avez un avis là-dessus? Versus autogreffe, tu veux dire de première ligne? C'est ça. C'est un patient qui obtiendrait une rémission partielle. Est-ce que vous serez plutôt tenté de faire une deuxième ligne puis une autogreffe ou d'aller directement à l'autogreffe? Je ne sais pas, tu diras, Carole, mais en général, quand il y a quelqu'un qui est en rémission partielle, après le traitement de première ligne classique, on considère que c'est un échec. Donc, on le passe en deuxième ligne. Et on est normalement quasiment tous d'accord pour l'autogreffe. Mais là, je vois plutôt ça comme une seconde ligne classique. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai, on aime bien refaire, mais il faut vraiment avoir en tête, parce qu'il y a des études qui ont montré, des études qui faisaient une consolidation, quelle qu'elle soit, que les patients en rémission, et même quel que soit le traitement, les patients en rémission complète ou les patients en rémission partielle, le pronostic n'était pas différent, mais avec les critères, encore une fois, de réponse qu'on a. Et je crois que ça, c'est vraiment un point extrêmement important, parce que je pense que l'évaluation de la réponse, elle est très mauvaise. Donc pour l'instant, quelqu'un qui a une réponse partielle sur l'IRM,
encore une fois, on est au stade du scanner pour le lymphome systémique. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le TEP, quoi. Et on sait très bien qu'il y a des masses résiduelles, etc. Donc pour l'instant, on dit que c'est pareil parce qu'on fait probablement aussi mal pour les patients en rémission complète que pour les patients en rémission partielle. Mais on ne sait pas là-dedans qui est vraiment. Enfin, je pense qu'on a, c'est pas assez fin comme réponse. Donc, je pense qu'on pourra poser cette question quand on aura une évaluation de la réponse plus fine pour mieux séparer les groupes. Je pense Alors maintenant, c'est vrai que nous, par habitude, rémission partielle, comme on est un peu, et là, on est vraiment de la même école, Sylvain et moi, on aime bien aller jusqu'au bout. Et s'ils sont pas rémission partielle, s'ils sont pas rémission complète, allez hop, on met un coup en autogreffe sans état d'âme. Voilà. Parce que enfin, j'ai pensé à ça parce qu'en voyant le nouveau protocole qui est en cours avec Revlimid, Ibrutinib, c'est marqué RC, RCU, RCP, autogreffe. Il n'y avait pas marqué rattrapage pour les réponses Ah partielles. non, ça, ils sortent du protocole, on fait une deuxième ligne et ils font ce qu'ils veulent. Donc là, D'accord. effectivement, les recommandations, c'est vous faites une deuxième ligne. S'ils ne sont pas effectivement en réponse, c'est une deuxième ligne et c'est hors protocole. On ne les a pas mis dans le protocole. Enfin, moi, j'avais l'impression que vraiment les réponses partielles étaient autogreffées directement sur le schéma que vous avez montré. Ouais, on les autogreffe parce qu'encore une fois, c'est des bonnes réponses. Enfin, après, C'est c'est le ça. Bah, problème après, c'est c'est le vraiment problème de l'évaluation, quoi. Voilà. En fait, les bonnes réponses, ils continuent avec quand même deux cures de raracitine. Donc là, on peut quand même encore en compléter la D'accord. réponse. Ok. Mm. Donc, ouais, s'ils étaient encore en RP juste avant l'autogreffe, on ferait une deuxième ligne avant. D'accord. Éventuellement, ouais, ouais. Mais de toute façon, ce Non. protocole, l'objectif principal, c'est sur cette étape-là de RC, RCU, RP après l'induction. Le reste, c'est des objectifs secondaires. Mais je crois que D'accord. pour répondre à la question, est-ce qu'il faut être en RC, en RP, c'est une question vraiment d'évaluation de la réponse. Et ça, Et il y a. on aime bien se faire aider des neuro-oncologues parce qu'ils connaissent mieux l'imagerie que nous, hémato. Ouais. Parce qu'eux, ils font les distinctions dans les RP. Entre celle un peu douteuse, c'est peut-être une ERC, celle qui est franchement une ERP. Donc on les écoute volontiers. D'accord. Mm. Mais même comme ça, on est d'accord que même comme ça, il y a même des réponses, parfois des réponses partielles avec le temps qui s'améliore. Des fois, on a des réponses, après l'autogreffe, on peut garder une petite image, et puis 3 mois après, il n'y a plus rien. Donc, Ouais. je crois encore qu'on n'est pas. Voilà, effectivement, les neurologues savent mieux lire parce qu'ils regardent aussi les séquences flair, diffusion, trucs. Là. Nous, des fois, on est matos, on n'a même pas foutu d'ouvrir la bonne séquence d'IRM. Mais donc ils savent mieux le faire. Mais malgré ça, voilà, on est quand même limité par les limites de l'IRM. D'accord. C'est pour ça que je disais que les facteurs pronostiques, il va falloir les mieux Ouais, les voilà, définir. bah, Parce que ça ramène à encore plus de recherche. tout va être là, voilà. Après, il y avait deux autres questions dans le chat. La première sur pourquoi cette dose de radiothérapie 23 ou 21,4, c'est extrêmement précis. Est-ce que ça marche? C'est un multiple de 1,8 Gray. D'accord. Ce qui est important pour les rayons par rapport à la toxicité, c'est en tout cas de faire moins de 2 Gray par fraction. Ça, D'accord, c'était ok. quelque chose d'important pour la toxicité, ça c'est clairement montré. Donc 1,8, c'est un peu un consensus pour une dose par fraction. Et 23 Gray, alors, ils n'ont pas dit pourquoi. C'est le nombre de jours qui diminue. Donc c'est un multiple de 1,8. D'accord. Ok. Et pourquoi celui-ci plutôt que 32, enfin toi plutôt qu'un autre, alors là. Ok. Et alors, dans les diapos que vous avez présenté, docteur Choquet, vous avez présenté l'augmentation de l'utilisation du rituximab selon les années. Et Ouais. c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Oui. Pourquoi il est plus utilisé maintenant qu'avant? Est-ce qu'on a des données? Est-ce que c'est par habitude? C'est toujours un débat. On avait discuté, est-ce que le débat on fait Ritus ou on fait auto? On avait pensé qu'il y avait peut-être plus d'informations parce qu'il y a probablement plus d'efficacité donnée par l'autogreffe que par l'histoire du Ritus. Et Ritus, c'est une très vieille histoire avec beaucoup de rebondissements. Il y a longtemps, vous voyez, il y avait 30%, quasiment pas. Alors bien sûr, parce que le Ritus, il commençait. Et puis, il y avait ceux qui disaient oh bah, c'est bien, c'est un lymphome B, ça marche bien, il y a une rupture de la barrière hémato-encéphalique, même si c'est gros l'anticorps, donc il faut y aller, puis c'est pas très toxique. Et puis les autres disaient attendez, nous on veut faire, mais si c'est prouvé. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Bah, aucune phase 3, du rétrospectif, c'est pas franchement évident. Et puis, quand on fait des dosages IV et PL, pour avoir un peu une idée de ce qui passe, bah je ne sais plus partir, mais c'est autour de 1%, quelque chose comme ça, de passage. Donc très très peu. Alors que le métaux, on est quasiment à 100%. Donc vous voyez, on n'est pas du tout pareil.
Donc, c'est pour ça qu'il y avait deux écoles. Bah, j'y vais, c'est pas trop toxique, et non, il me faut une preuve. Puis après, on a eu plusieurs études rétrospectives en faveur du Ritux, mais il faut se méfier parce que c'était des patients plus modernes par rapport aux plus anciens. Et puis l'étude européenne qu'on a montrée tout à l'heure, qui ne montrait pas de, voyez, de différence entre l'auto et la halo, ben là, il y avait 3 bras au début. On est allé assez vite, mais ce n'était pas le sujet. Un bras avec que de la chimio, un bras on rajoutait du Ritux, et puis l'autre bras on rajoutait Ritux et Thiotepa. Et quand on comparait chaque bras, en tout cas en termes de réponse, hein, si je ne me trompe pas, Carole, pas en survie globale, mais c'était meilleur. Donc c'est la première fois qu'on montrait dans une étude prospective que le Ritux semblait apporter quelque chose. Puis En fait, quand tu regardes Badabou, de près, non, comment? quand tu regardes de près leur étude, c'est même pas ça. C'est le bras Ritux Thiotepa à racine métaux qui est mieux, mais qui n'est pas mieux que le bras B Ritux métaux aracé, qui est mieux que le bras métaux aracé seul. Mais le bras Ritux métaux aracé Thiotepa ne fait pas mieux, pardon, ne fait pas mieux que le même bras sans Ritux. Il fait mieux que le méthoaracétine seul. En fait, ils ont vendu un peu comme ça, mais Ouais. c'était pas très honnête là-dessus. Il y avait l'un des schémas où il y a un petit avantage Ritux, donc c'était un peu on sautait dessus, on dit, et puis nous, à la pitié, on était plutôt contre, on s'est mis dans le Ritux grâce à cette étude-là. Puis badaboum, juste pour nous embêter, il y a l'équipe Ovon, vous connaissez peut-être pour d'autres types de lymphome, qui sont plutôt les pays du Nord, puis Hollande, qu'on l'a fait une belle étude, un prospective phase 3, qui compare avec ou sans rituximab. Et eux, si on mélange tout, ils ne montrent pas davantage. Et s'ils font des sous-groupes, alors on peut toujours critiquer les sous-groupes, Je je peux pense la que les montrer 60 si ans, vous voulez, là. et 60 ans, c'était moins bon de mettre du Ritux. Et les jeunes, c'était, ah bah tu l'as peut-être, les jeunes, c'était mieux. Ouais, Donc, là, soit on je ne sais fait pas si vous pas de la voyez. sous-groupe et on dit ça donne aucun avantage, donc bah, autant le virer. Soit on croit les sous-groupes et on met aux jeunes et on ne met pas aux vieux. Mais Bah, les bon, voilà. sous-groupes, ils sont, ouais, c'est encore une fois exploratoire, hein, parce que pareil, c'était pas randomisé leur étude. Voilà, tout à fait. Et si on C'était regarde pas. par contre en haut à gauche, tout mélangé, bah, pas de différence. Bah, ça, c'est difficile, hein. Alors, chacun fait ce qu'il Bah, veut justement, et après, croit où. il y avait une étude, moi, que je trouve bien, c'est une revue, je sais pas si vous l'avez vue, je sais pas si tu l'avais vue, c'est une revue, une méta-analyse du rituximab, donc une méta-analyse qui ont repris plusieurs études et donc cumulé 343 patients. Et en fait, ils disaient, moi je la trouve bien parce qu'elle est très honnête et je trouve assez bien faite. Ils disent en gros qu'il n'y a pas d'augmentation de la toxicité avec le rituximab, et c'est vrai que cette histoire de plus de toxicité dans l'étude OVO chez les patients plus vieux, je ne sais pas dans ton expérience, mais moi je ne vois pas trop comment, et je demandais aussi aux neurologues de la pitié, ils n'avaient pas l'impression d'avoir plus de tox avec le Ritux chez les vieux. En tout cas, dans cette méta-analyse, ils trouvent qu'il n'y a pas d'augmentation de la toxicité, mais il n'y a pas non plus d'amélioration de la survie, ça c'est clair. Et il y a une amélioration de la PFS avec un faible niveau de certitude. Voilà, je crois vraiment on ne peut pas aller plus loin dans cette question du rituximab. Ça ne fait certainement pas autant la différence que dans les lymphomes systémiques à l'époque où on avait testé CHOP versus R-CHOP, quoi. Merci. Et il y avait une question dans l'Assemblée sur le nouveau protocole que vous proposez avec l'ibrutinib et ou l'énalidomide. Est-ce que dans les patients que vous avez pu faire dans ce protocole, il y a eu des toxicités nouvelles ou connues de ces associations? Par exemple, on peut peut-être penser à l'ibrutinib avec des risques infectieux associés aux fortes doses de corticoïdes. C'est un petit peu tôt pour dire parce qu'on a vraiment pas beaucoup. On a juste fini une cohorte parce que on commence par une phase 1B en fait, avec D'accord. escalade de dose du Ritux et du Revlimid. Pour l'instant, on a juste fait une première cohorte LENA et une cohorte Ibru. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements dans la première cohorte, à tel point qu'on refait une cohorte à la même dose. Il y a eu beaucoup d'événements dans la première cohorte. Alors, pareil, surtout c'est des cohortes de 3 patients. Donc, 3 patients, est-ce que c'est pas de chance Voilà, il y a eu beaucoup d'événements, mais là, c'est beaucoup trop tôt. On est au début de l'étude. D'accord. Et pour l'instant, on n'a pas d'aspergillose, si c'est la question avec l'ibrutinib, puisque c'était la question de l'ibruaspergillose. On fait une recommandation ferme de diminuer dès que possible les corticoïdes. Et puis, D'accord. Ok.
intéressant. Bah, merci beaucoup, hein, c'était passionnant. J'espère que ça a plu aux internes. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez qu'on continue ce genre de débat. Et je tenais encore à vous remercier d'avoir accepté de présenter ces topos. Et je vais faire juste. Alors, c'est bon, normalement, vous devez voir. Est-ce que le sondage a changé après? Alors, on peut le tenter. On peut tenter le sondage avec les. Donc, il y avait Non, mais le 50-50. sondage a la question simple, là. Ah oui, j'ai fait une question très simple. Ah, voilà, c'est ça. Faut-il réaliser une autographe en première? Faut-il, non, mais faut-il, c'est peut-être posé de façon un peu trop Ouais, radicale. radical, radical. Voilà, Un peu trop radicale. Parce que, ouais. on verra s'il y a encore des doutes. On va laisser les gens répondre et je tenais Ou encore est-il à remercier. raisonnable, quoi, en tout cas. Enfin, j'en Oui, sais rien comment il faut poser la question. euh, ouais, c'est toujours difficile. Hein, c'est tout le Ouais. problème des sondages, de trouver les bons termes. Bah, Mm. je crois que ah, il y a un peu plus. Et on est à 75% de oui. Faut réaliser une Oh, bah, dis autographe. donc. Vous m'avez convaincu. C'est Et, bande d'hématologues. ça fait me penser juste à une dernière question. Est-ce qu'il ne faut pas réserver cette procédure au centre expert? Alors, moi, j'ai vu plutôt ces données-là dans l'allogreffe plutôt que dans l'autogreffe, qui montraient que si on réalisait pas 5 procédures dans une zone, on va dire, une période assez rapprochée, il y avait quand même des différences de survie. Donc, est-ce qu'il ne faut pas rassembler, enfin, à votre opinion, hein, ces autogreffes un peu plus compliquées dans des centres experts? Bah, c'est sûr que, comme disait Sylvain, c'est pas parce qu'on en fait beaucoup qu'on n'a pas de décès, mais il y a quand même, encore une fois, une habitude, certaines petites choses, à mon avis, qu'on a un peu plus l'habitude. Par exemple, c'est tout bête, mais euh, ils font parfois des hypersécrétions bronchiques. Je ne sais pas si tu en as vu quelques-unes, Sylvain, mais moi j'en ai vu quelques-unes, c'est assez impressionnant. Et, et c'est des patients qui ne savent pas bien tousser, donc qui n'expectorent pas. Donc, il y a, je sais plus, un patient, je sais plus, d'un précis, qui est une dame qui n'avait pas de raison de mourir et qui est morte, qui s'est probablement étouffée, parce qu'ils peuvent s'étouffer simplement parce qu'il y a une hypersécrétion et ils ne toussent pas. Donc en fait, nous, on a un peu prévenu de ça. Donc, au premier signe, comme chez nous, les infirmières n'arrivent pas à vraiment aspirer très profondément parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Moi, il m'est arrivé de transférer une dame en réa avec l'accord des réanimateurs 48 heures juste pour qu'ils aspirent correctement, comme savent faire les réanimateurs. Je l'ai bien expliqué avant, et elle est revenue 2 jours après, elle a été dégagée, ça s'est bien passé. Donc, je crois que c'est ces petites choses-là qui peuvent être des pièges. Voilà. Il y a certains centres, effectivement, qui avaient fait que une ou deux, qui ont eu des catas et qui sont traumatisés après, qui ne veulent plus le faire. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain. Après, on n'a pas été regarder Oui, il faut survie clairement en une fonction bonne réa à côté. des faits. Puis on a peut-être l'habitude après du patient, on va dire non, celui-là, le traitement lourd, Ouais. il risque de mal le supporter. Bon. Mm. Mm. Ok. Bah, encore merci beaucoup et je tenais à remercier les différents partenaires de l'AIH qui permettent la réalisation de ces webinaires et je vous annonce donc le prochain webinaire qui sera sur la leucémie à cellules dendritiques plasmacytoïdes, donc avec le docteur Garnache qui vient de Besançon et le docteur Gruson d'Amiens qui nous parleront de cette pathologie et comment passer de l'image de gauche à l'image de droite, hein, l'un des C'est meilleurs sûr que c'est traitements pas l'inverse. dermatologiques. Pardon? Intéressant. C'est sûr que c'est pas l'inverse. Eh non, non, et en plus cette image, elle a fait le New England, hein. C'est le dernier cas qui a été publié dans le New England en image. Ah, ça, c'est intéressant. Le Voilà. Targosuf. Donc on pourra en parler de ce traitement qui coûte très très cher. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du médico-économique au cours de ce webinaire, mais peut-être pour une prochaine fois. Super. Bah, merci. Merci. Merci à vous, bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.